Retour de l'information sur RTI 1. Bonjour à tous. Dans les titres de ce journal. Le chef de l'État a présidé hier jeudi un conseil des ministres. Plusieurs mesures ont été prises au cours de cette rencontre. Il est bon de rappeler que le conseil a adopté une ordonnance relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Au nom du président de la République, le Premier ministre a procédé jeudi à Abidjan au lancement de la production du gisement baleine. Il s'agit du plus grand gisement de pétrole jamais découvert dans le bassin sédimentaire ivoirien. La mise en service du gisement baleine permettra d'atteindre une production nationale optimale. Et puis, à seulement quelques semaines de la CAN 2023, les hymnes des villes hôtes de la compétition ont été remises au COCAN. Les chansons produites sont le symbole des villes de Boaké, Korogo, Yamoussoukro et San Pedro. Une initiative soutenue par le ministère de la Culture et de la Francophonie qui entend donner un cachet spécial à la fête du ballon rond. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Aussitôt rentré de voyage, le président de la République a convoqué le gouvernement. Alassane Ouattara a présidé jeudi un conseil des ministres. Plusieurs décisions ont été prises au cours de cette rencontre. Le conseil a surtout adopté une ordonnance relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. On fait le point de la rencontre avec Jérôme Kofi Aboula. Une réunion avec comme point d'intérêt la marche inébranlable de l'État. Il s'agit du Conseil des ministres qui se tient toujours sous la direction du président de la République, Alassane Ouattara. La rencontre de ce jeudi a introduit au nombre des décisions prises 2 projets de loi. Le premier est pris dans le cadre du combat à mener, entre autres, contre le blanchiment des capitaux. Le Conseil a adopté une ordonnance relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que le projet de loi de ratification y afférent. Cette ordonnance introduit dans la législation nationale la loi uniforme à l'ensemble des États membres de l'UEMOA relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Cette loi uniforme, adoptée par le Conseil des ministres de l'UEMOA en mars 2023, intervient en réponse aux recommandations issues du second cycle des évaluations mutuelles du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme réalisé par le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, le GIABA en abrégé. En ce qui concerne le second projet de loi, il est relatif au nouvel accord de l'OIAC, Organisation interafricaine du café. Le nouvel accord de l'OIAC vise à répondre au mieux aux nouvelles problématiques apparues dans la filière caféière, notamment les questions de la qualité du café et de la durabilité de l'économie caféière qui se posent aux pays producteurs de café partie de cet accord. La ratification de cet accord permettra à notre pays de bénéficier de l'apport de cet instrument important de coopération et d'intégration sous-régionale et de ces nouveaux mécanismes d'action pour le développement de notre économie cacaoyère. Le Conseil a également donné son accord pour répondre aux besoins financiers du rapport présenté sur le climat et l'environnement. Ce rapport est un outil de diagnostic des questions de changement climatique et de réduction des gaz à effet de serre et de leur impact sur les principaux agrégats économiques en vue d'évaluer et d'établir les besoins financiers associés. Les prévisions du rapport sur la période 2023-2050 font état de l'augmentation de la température sous l'impulsion des changements climatiques de 1 à 4 degrés Celsius, de l'élévation du niveau de la mer de 30 cm et de précipitations de plus en plus irrégulières. Cette tendance pourrait entraîner des pertes annuelles moyennes du PIB
de 3 à 4,5% entre 2023 et 2030, en augmentation au fil du temps pour atteindre 12,9% du PIB d'ici à 2050. Et avec de graves répercussions sur l'atteinte du statut de pays à revenus intermédiaires de tranche supérieure que vise notre pays à l'horizon 2030. Il est bon de le rappeler, toutes ces décisions prises l'ont été conformément à l'ordre du jour comportant 20 points, dont 2 projets de loi, 9 projets de décret, 6 mesures individuelles et 3 communications. Le prochain Conseil des ministres est prévu le 6 décembre 2023. On reste au palais de la présidence de la République où le chef de l'État s'est entretenu avec le président directeur général du groupe Eni, Claudio Descalzi, était venu annoncer la mise en production du gisement pétrolier et gazier Baleine, une mise en production qui intervient moins de 2 ans après sa découverte. On retrouve encore une fois Jérôme Kofi Abolan. Le PDG d'Eni, reçu par le président de la République, Alassane Ouattara, ce jeudi. Cette rencontre qui s'est déroulée au palais de la présidence de la République a été l'occasion d'échanger sur le démarrage de la production du champ Baleine 2 ans après sa découverte au large de la Côte d'Ivoire. Nous avons le plaisir de recevoir M. Descalzi, le PDG d'Eni. Le groupe Eni a fait une grande découverte en Côte d'Ivoire que nous avons nommé donc, le gisement Baleine. Je l'ai déjà reçu il y a 2 ans à peu près. Quand il m'a dit qu'il allait pouvoir mettre en production le gisement Baleine, en disant, bon, je l'ai écouté sagement, mais je n'y croyais pas. Et aujourd'hui, il vient me dire que c'est chose faite. Bravo à vous. C'est vrai ce qu'a dit le président. Quand on a fait la découverte était très importante, mais une chose c'est avoir une découverte, une autre chose c'est avoir le pétrole et le gaz produits. Et il faut dire qu'avec Baleine, avec ce gisement, on a fait vraiment un record dans l'industrie du pétrole. Depuis la découverte, en 23 mois, on a mis en production le champ, l'huile et le gaz. C'est clair que le pétrole est très important, mais le gaz est encore plus important pour le pays parce qu'il fait tourner les centrales électriques, il donne l'électricité, il donne la vie, il donne l'énergie au pays. Donc, ça, c'est la première phase. Et maintenant, je dis au président qu'il y aura une deuxième phase. Une deuxième phase qui va rentrer en production, aussi la deuxième phase, avec des temps très rapides, parce que notre objectif, c'est de la mettre en production en 2024, donc la prochaine année, qui va plus que doubler la production du champ de Baleine. Et après, il y aura une troisième phase. Ça sera un peu plus long parce que on parle de beaucoup de production. On parle à la fin d'une production tout mélanger, le brut et le gaz qui peut éteindre autour de 200 000 barils par jour. Donc, une production vraiment formidable parce qu'elle va mettre le pays dans les premiers producteurs d'Afrique. On est rentré dans un processus d'économie circulaire pour produire de l'huile végétale. Et on a parlé de la formation, donc un investissement vraiment important. Pour information, le gisement pétrolier Baleine a été découvert en septembre 2021. Et la Côte d'Ivoire qui s'apprête à tourner plein gaz. Jeudi, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a ouvert les vannes de la production du gisement Baleine, une mise en service qui viendra réduire de facto la dépendance de notre pays vis-à-vis de l'extérieur. Herman Guibé. Coupure symbolique de ruban, ouverture de vannes, la mise en production du gisement Baleine, désormais officiellement ouverte par le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. Le gisement Baleine, présenté comme la plus grande découverte d'hydrocarbures jamais réalisée par une compagnie d'énergie en Côte d'Ivoire, mais également comme la première découverte commerciale réalisée dans le pays au cours des 20 dernières années. Cette découverte marque un tournant important dans l'histoire de l'industrie pétrolière en Côte d'Ivoire. L'impact de cette production est déjà ressenti par des milliers de foyers. Eni distribuait plus de 60
000 foyers améliorés en Côte d'Ivoire, contribuant ainsi à compenser les émissions du projet. Ce programme se poursuit avec pour objectif la distribution de plus de 300 000 foyers améliorés. Toutes les initiatives que nous menons en Côte d'Ivoire visent non seulement à améliorer l'accès à l'énergie, mais aussi à soutenir l'éducation, la santé, la création d'emplois et l'entreprise nouvelle, dans le but de réduire les émissions et l'impact sur l'environnement. Le ministre des Mines et de l'Énergie, Mamadou Sangafoa Koulibaly, s'est réjoui de cette opportunité qui témoigne de l'excellente santé de l'industrie pétrolière en Côte d'Ivoire. Je voudrais, Excellence Monsieur le Premier ministre, au nom des acteurs de la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière, vous prier de bien vouloir traduire au Président de la République nos remerciements et notre infinie gratitude pour l'attention toute particulière qu'il accorde au secteur des mines, du pétrole et de l'énergie depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays. Avec la découverte du gisement Baleine, les perspectives pour notre pays dans l'industrie pétrolière sont prometteuses. Les réserves de baleine sont certifiées aujourd'hui à 2,5 milliards de barils et 3 300 milliards de pieds cubes de gaz naturel. D'ici l'horizon 2027, la production journalière de baleine atteindra les 200 000 barils jour, ce qui portera la production totale brute de notre pays à près de 250 000 barils. La production de gaz naturel de baleine atteindra dans les mêmes horizons 200 millions de pieds cubes jour. Au niveau de la qualité, le brut de baleine est classé parmi les meilleurs à l'international. Quant au gaz naturel associé, outre son pouvoir calorifique très élevé, il est d'une composition riche, permettant d'en extraire plusieurs sous-produits tels que le butane, le propane et le pentane, pour ne citer que ceux-là. Le gisement Baleine, un gisement de classe mondiale. Avec 18 000 barils produits par jour, l'on pourrait rapidement atteindre les 30 000 barils par jour, une montée en puissance avec un impact encore plus significatif, occasion pour le chef du gouvernement de rendre au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara, hommage à toutes les compétences qui ont œuvré à la découverte de ce gisement. Je voudrais en tout premier lieu relever et saluer la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui, dès son accession à la magistrature suprême, a impulsé une accélération des efforts d'exploration du bassin sédimentaire ivoirien. Ce choix traduit l'ambition que les industries extractives, notamment le secteur pétrolier, contribuent à une croissance inclusive et durable. Le partenariat de notre Société nationale Petroci avec Eni est l'une des clés du succès enregistré. Je voudrais féliciter la direction générale et l'ensemble du personnel de Petroci pour leur expertise et leur dévouement. Je puis vous assurer que la société continuera de bénéficier de toute l'attention et de l'appui du gouvernement. Pour nous, Africains, la transition énergétique ne saurait se faire selon des approches qui conduiraient à laisser nos populations vivre dans la pauvreté alors que nous disposons d'autant de richesses naturelles. Nous en appelons à l'adoption d'approches plus justes, plus solidaires et plus équitables. Je voudrais rappeler le grand rêve du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de voir la Côte d'Ivoire intégrer le rang des grands pays producteurs de pétrole en Afrique dans un très proche avenir. Nous démontrons aujourd'hui que cela est plus que jamais possible. Plusieurs personnalités ont été élevées au rang de commandeur de l'Ordre du Mérite ivoirien et autres distinctions pour leur engagement au service du développement du secteur des mines et de l'énergie en Côte d'Ivoire par le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé.
Et quelques heures plus tôt, le chef du gouvernement recevait à la primature une importante délégation du Ghana Cocoa Board, l'état actuel du secteur café et cacao et le renforcement du pacte économique pour un cacao durable sont les points qui ont fait l'objet de discussions. Les précisions d'Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire et le Ghana représentent à eux seuls plus des 2/3 de la production mondiale de cacao. Les deux pays, depuis quelques années, unissent leurs forces pour améliorer les revenus de leurs producteurs. Car sur un marché de près de 10 milliards de dollars, seulement 6 milliards sont captés par les agriculteurs. Ce jeudi à la primature, le Premier ministre Robert Begley-Mambé reçoit une importante délégation du Ghana Cocoa Board, présente à Abidjan dans le cadre des rencontres périodiques de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. L'idée était vraiment de venir saluer le Premier ministre afin de partager les résultats des assises qu'il y a eu entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, mais aussi passer en revue l'état de la filière dans nos deux pays, le marché, où nous en sommes, mais aussi comprendre des nouveaux axes auxquels les deux pays devraient réfléchir, comme la recherche, comme l'impact du climat sur le cacao. Mais tout ça dans l'objectif principal de la vision des deux chefs d'État, le président Alassane Ouattara et le président du Ghana, le président Nana Akufo, pour une amélioration des revenus des planteurs. Le chef du gouvernement dit sa volonté de voir renforcer la méthodologie des travaux en vue de résultats plus impactants pour les producteurs. Nous avons pris la décision de nous engager sur des chantiers communs. Il est bon que ces rencontres périodiques nous aident à configurer notre approche et notre méthodologie. Rappelons que ce jeudi s'est tenue la 5e réunion ordinaire du comité de pilotage de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire Ghana. Et sur un tout autre plan, le déploiement du nouveau système d'immatriculation digitalisé est effectif. Lancé en juin dernier, le système s'étend déjà à tout le pays. C'est le cas de la ville de Boaké où les usagers se pressent déjà pour faire immatriculer leurs engins. Retour sur le lancement de l'opération avec Kader Sogodogo. Le directeur général du guichet unique automobile et des agents rattachés au nouveau système d'immatriculation initiale des véhicules, NCIV, posant les plaques d'une moto et ensuite d'un véhicule. Entré en vigueur en Côte d'Ivoire le 1er juin dernier, ce nouveau système dépose ses valises à Boaké, deuxième ville du pays. Tout commence par la carte grise. Une fois tous les documents fournis, elle est établie séance tenante. Nous avons commencé effectivement aujourd'hui l'impression des nouvelles cartes grises au niveau du guichet unique de Boaké. Donc là, on va faire le test. Le dossier a été reçu de NCIV, nous l'avons traité. Donc là, nous allons procéder à l'impression de la nouvelle carte grise. La carte grise sécurisée, destination la salle de confession de la plaque. Les plaques, nous en avons de 3 types. Vous avez les plaques de type A, qui sont les plaques rectangulaires. Vous avez les plaques de type B, qui sont les plaques carrées. Et nous avons les plaques de type C, qui sont les plaques des motos. Les usagers ne laissent pas cacher leur joie. Je suis honoré d'avoir M. le directeur qui lui-même est à pied d'œuvre pour la première plaque. C'est un véritable honneur. Je suis heureux. Je n'ai que le mot remerciement. Le nouveau système d'immatriculation initiale des véhicules pour accompagner le développement de la Côte d'Ivoire. C'est un grand jour aujourd'hui pour les usagers de Boaké qui attendent depuis quelques mois. Le gouvernement, à travers le ministre des Transports, le ministre Amadou Koné, nous a instruit à faire en sorte que Boaké, Korogo, Bouna, Odjene, Abengourou, Man et toutes les localités de Côte d'Ivoire puissent avoir une possibilité de faciliter l'immatriculation des véhicules. Et donc, après l'étape de Boaké et Korogo, nous irons partout en Côte d'Ivoire pour mettre des bases afin que le nouveau système d'immatriculation soit une réalité pour toutes les populations de Côte d'Ivoire. À Boaké et à Korogo, les deux localités qui lancent déjà le nouveau système d'immatriculation initiale des véhicules, la capacité de production est estimée à 100 plaques par ville, et cela par jour, largement suffisant pour satisfaire les besoins dans ces deux villes.
Nous sommes vendredi et c'est l'heure du journal des sports et ça sera avec Samuel Mech, mais juste après le jingle. Mech, bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au menu? Alors, ça bouge fort en Côte d'Ivoire, côté sport, on le sait, et la Côte d'Ivoire attractive, donc continue d'attirer des champions qui d'ailleurs viendront relever le niveau d'ambiance donc pour cette CAN 2023 et pour cette compétition déjà donc la mobilisation se fait sentir un peu partout. D'ailleurs, la chefferie des BIMPE veut jouer un rôle significatif donc dans la réussite de l'événement et c'est dans ce cadre qu'elle a mis sur pied donc un comité d'accueil de la CAN appelé CACAF, dont la présentation a eu lieu donc au cours d'une conférence de presse. C'était ce jeudi en présence d'Arsène Kouassi. À l'instar des comités locaux d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, le comité d'accueil de la CAN à BIMPE, dénommé CACAF, est désormais officiel. La cérémonie de présentation du CACAF a eu lieu en présence du chef de village de BIMPE, Obi Mondon Pakom, et les 34 chefs de village d'Anyama et de Brofodoumé. Et ce comité-là, véritablement, a pour objectif d'assurer, on va dire, un accueil optimal de la compétition à BIMPE. Vous savez qu'il y a des comités locaux qui existent au niveau de Yamoussoukro, Boaké, Korogo, San Pedro. Ce n'a pas été le cas au niveau du district. Et le chef du village de BIMPE a été proactif. Il a mis en place ce comité-là pour accueillir la compétition, pour que toutes les populations qui viendront ici soient accueillies de la meilleure manière possible, pour qu'elles puissent vivre la compétition de très bonne façon ici à BIMPE, qu'elles puissent profiter de toutes les animations qui auront lieu. Le village éléphant animé par le CNSE, toutes les animations, tous les lieux culturels, de restauration qui seront dans le village. Et donc voilà, il s'agit de nouer ce dialogue-là avec les pouvoirs publics pour que les besoins du village puissent être adressés très rapidement afin que la compétition se déroule de la meilleure façon possible au niveau des BIMPE. Une initiative saluée par le représentant du COCAN et le président du Comité national de soutien aux éléphants, CNSE. Nous apprécions énormément cette structure qui vient d'être mise en place et nous comptons vraiment travailler, collaborer, main dans la main pour que BIMPE soit la lumière à partir de laquelle va rayonner cette compétition. On souhaite, en collaboration avec le CACAF, mettre en place ici des préfabriqués, d'accord, pour pouvoir accueillir, ça peut être les journalistes et tout. Nous sommes prêts et nous allons aider le CACAF à réussir sa mission parce que n'oublions pas, nous avons le pari de l'organisation. C'est plus de 1 million de personnes qui sont attendues à BIMPE durant la CAN, prévue du 13 janvier au 11 février 2024. Hier, au Palais de la Culture, il s'agissait également de remettre les chansons et symboles donc pour cette CAN 2023 aux villes hôtes. La cérémonie de remise officielle de la chanson et du symbole des villes hôtes de la CAN, Boaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro s'est tenue hier au Palais de la Culture. Un parterre de personnalités y était. Le point. L'art se met au diapason de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football à la salle Kodjo Ebouclé du Palais de la Culture de Treichville. La prestation des 8 lauréats du concours de chant Étoiles sont au menu de la remise officielle des chansons et symboles de Boaké, Korogo, Yamoussoukro et San Pedro, ville hôte de cette grande messe du football africain. Après une trentaine de minutes de show, les chants et symboles sont remis symboliquement par la ministre de la Culture et de la Francophonie à François Amichia, président du COCAN. Cette initiative vise à promouvoir les valeurs culturelles de ces villes hôtes à la faveur de la compétition. À l'annonce de ces concours, nous avons enregistré un grand engouement de la part de nos artistes musiciens, plasticiens et infographes. L'expertise de nos professionnels, validée par la présence d'un commissaire de justice, a permis de retenir les lauréats qui vous sont présentés aujourd'hui. Ce projet culturel est né d'un partenariat avec la Commission Culture et Tourisme du comité d'organisation de la CAN 2023. Un élan de contribution pour la réussite de l'événement en terre ivoirienne. Grâce à votre contribution, nous venons de créer quelque chose de tout à fait exceptionnel qui nous rapproche un peu plus vers l'organisation de la plus belle des CAN. Cette initiative du ministère de la Culture et de la Francophonie de doter chacune des villes hôtes de la CAN d'une identité à travers une chanson et un symbole est en parfaite adéquation avec notre vision et vient à juste titre en complément à l'hymne officiel et à la mascotte de la CAN 2023.
Il s'agissait aussi de notre contribution, non seulement de mettre en lumière, pourquoi pas, des talents naissants, mais aussi à les responsabiliser quant à leur engagement pour la CAN 2023. Les directeurs régionaux vous ont rappelé le processus et je suis une ministre extrêmement satisfaite par ce résultat. Après présentation, ces chants et symboles enflammeront les 4 stades de l'intérieur du pays. Mais en attendant, l'éléphant Aquaba, mascotte officielle de la CAN, tend les bras aux amoureux du football du 13 janvier au 11 février 2024. Une très belle cérémonie et un concept à mettre donc à l'actif du ministère de la Culture. Un reportage de notre confrère Jean-Marc Djadji. Parlons à présent de MMA avec justement la présence effective en Côte d'Ivoire du champion. Vous l'avez vu donc dans plusieurs plateaux au niveau de la RTI parce que la RTI est partenaire donc de l'événement autour de lui. Il s'agit donc du Predator Francis Ngannou qui est bel et bien donc en Côte d'Ivoire depuis hier. Il a été donc à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny reçu par plusieurs fans et voilà donc une belle mobilisation qui lui permet d'apprécier justement donc l'hospitalité ivoirienne. Et aujourd'hui, Francis Ngannou a été reçu également par le directeur général de la RTI, Monsieur Fosseni Dembélé, qui a tenu à saluer donc le champion. Voici naturellement donc une intervention juste après cette rencontre. La deuxième édition du rallye de l'Agné-Bikiassa aura lieu du 24 au 26 novembre 2023. Une information donnée par Adama Koulibaly, président du comité d'organisation, assisté à l'occasion par les autorités municipales et régionales. Pour ce deuxième rallye de l'Agné-Bikiassa, une vingtaine d'équipages est annoncée sur les pistes. Dernière boucle du championnat national des 4 et 2 roues motrices. Cette course ira dans les villages de Grand Morier, Mbatra, Lakpo et Nimakougye 2, Grand Yapo, à Daou pour finir à la place Henri Konabédié d'Agboville. À l'endroit de la population de l'Agné-Bikiassa et surtout la population du département d'Agboville, leur demander d'accueillir favorablement ce rallye, de sortir, de s'amasser le long de ces axes que va emprunter le rallye afin d'encourager les pilotes à se surpasser. Vous trouvez de tout. Vous avez des lignes droites, vous avez des pif-paf, vous trouvez de tout. Vous avez de la boue, vous avez des secteurs secs, un terrain très technique et auquel il faut faire très attention. C'est très piégeux même. En même temps qu'il est technique, en même temps il est piégeux. Chez les 4 roues motrices, Gary Chen et Romain Comas devraient confirmer leur titre de champion de la saison, quand chez les 2 roues motrices, les équipages Carole Rouanet et Ahmed Kanaté, qui cumulent le même nombre de points, auront 263 km pour se départager. Et voilà, donc c'était donc l'ensemble des éléments. Mais là, tout de suite, l'élément que vous avez vu, c'est le lancement donc du rallye de l'Agné-Bikiassa, lancement qui a eu lieu donc à Agboville. Et puis, il faut savoir que la compétition va se tenir ce week-end. Voici pour l'essentiel, donc Abdoulaye Koné. On se donne donc rendez-vous vendredi prochain pour d'autres nouvelles de sport. Mais pourquoi pas, avec toujours plein d'envie. Merci, Maître Samuel. Ce journal a terminé. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info à 20h avec le sage Kolo Koulibaly. Quant à moi, je vous dis à bientôt.